bonne fin de journée. Je suis très content d'être parmi vous dans cette superbe assemblée, donc pour vous parler d'innovation et de sortie de crise. Est-ce que l'on peut envisager une renaissance européenne ? Alors j'aborderai 4 points en fait. Innovation et crise, en fait, c'est 2 phénomènes qui sont intimement liés. Il n'y a pas d'innovation sans crise, ni crise sans innovation. Donc c'est le même phénomène. Aux sources de la culture européenne de l'innovation, puisque aujourd'hui l'Europe inquiète le monde entier à cause de sa situation et son risque d'éclatement. C'est le principal risque évalué dans le monde entier. Donc pourquoi on en est là ? Donc quelle est notre culture d'innovation ? Du technocentrique à l'human-centrique, notamment dans le secteur dit du digital. On est encore extrêmement technocentrique, très promo des technos. Il y a un peu retard pour arriver à des grandes applications. On parle d'innovation gap. On verra parce qu'on est un peu déçu que ça n'aille pas plus vite. Et puis renouveau européen, tout se jouera sur les valeurs. Alors innovation et crise, il faut savoir que les grandes vagues d'innovation, il y en a une palanquée dans l'histoire. Nous, dans nos travaux historiques, on en a étudié environ 14. Vous voyez, le siècle de Périclès, au même moment en Chine et en Inde, c'est la révolution aussi. Toutes les bases des civilisations actuelles avec des grands mathématiciens, des grands ingénieurs. À Rome, 2 grandes vagues d'innovation. Au début de Rome et au siècle des Antonins. Le temps des cathédrales, qui est très important en Europe. 1100 innovations dans une cathédrale gothique, pour vous donner une idée. Ça reste le bâtiment le plus visité du monde, c'est Notre-Dame. Donc c'est pas... Quand on a réussi ça, on passe à autre chose, mais on essaie de faire aussi bien. La Renaissance, je vais revenir un peu dessus, qui est la base de toute l'innovation moderne. Aujourd'hui, on fonctionne sur le modèle de la Renaissance, qui est le modèle que nous, on enseigne dans le monde entier. Et puis, après la Belle Époque, c'était bien parce que Paris était leader mondial, donc on en a une certaine nostalgie. Et puis, ce qui arrive de nouveau, qui est de la même trempe. Donc, on a eu des grandes vagues historiques d'innovation. Je ne parle pas de l'innovation au quotidien, mais des grandes révolutions. Et on est typiquement dans cela. Ce n'est pas mon avis, c'est l'avis aussi de tous mes collègues dans les différentes universités du monde. Alors, comment ça se passe, en fait ? On a eu une grande vague d'innovation. La dernière qu'on a eue vraiment, c'est ce qu'on a appelé la Belle Époque, qui nous a amené l'électricité, le téléphone, l'auto, l'avion, enfin tout ce qu'on veut. 25 secteurs nouveaux, le cinéma, enfin tout un tas de choses fantastiques. Ensuite, une fois qu'on a ça, on va avoir le buffer technologique se recharge, si vous voulez. La science continue, on apprend des choses. On a une révolution dite scientifique. Elle n'est pas remarquée par la société, ça se passe entre scientifiques, donc c'est dans les labos, qui va déboucher sur une révolution technologique. Là, on commence à voir des briques technologiques, du RFID, des puces, du GPS, mais tout un tas d'autres choses. Donc révolution technologique, déjà chaque techno agrégeant beaucoup de sciences. Et à la fin, on a une vague assez violente qu'on appelle de synthèse créative, qui marque la société. On parle encore de la Renaissance et de la Belle Époque, c'est au moment où ça délivre. C'est-à-dire que tout ça se cristallise dans des choses révolutionnaires. Et c'est à ce moment-là qu'on a ce phénomène de destruction créative, parce que ce qui est nouveau balaie l'ancien. Un exemple tout simple, Kodak avait 198 usines chimiques, des films et des pigments. Il arrive le CCD, ça veut dire que toutes ces usines ferment. Vous imaginez la destruction que ça donne. On perd environ 20-25% du PNB, lié à ce qui s'en va. Vous avez les usines qui ferment. On va avoir une crise financière violente, toujours, parce que ça ne peut pas être du fait qu'on perde la valeur, il y a une crise financière, et des nouvelles valeurs. Valeurs nouvelles, valeurs high-tech, valeurs Internet, valeurs ce que vous voulez. On a abordé cette phase, on est en fait entre la révolution technologique et la synthèse créative actuellement, si l'on compare. Et après, on a un nouveau cycle. Donc là, pendant la période scientifique, on parle plutôt de recherche-développement, dans la période techno, d'innovation, et quand on arrive sur la synthèse, on parle plus de progrès. Dans le monde entier maintenant, en Inde, on appelle ça gestion du progrès. Il faut que ça délivre du progrès, il ne suffit pas que ce soit mieux. Donc voilà à peu près comment se passe un cycle. Alors ça a été analysé par un grand bonhomme qui s'appelle Schumpeter, viennois, qui dit que c'est un phénomène de destruction créative. Un monde ancien s'effondre, un nouveau monde émerge. Comme ça n'arrive pas souvent, il faut quand même pas, rarement plus d'une fois par siècle, c'est pas un rythme régulier, mais on avait oublié la dimension destruction qui est quand même assez colossale. Et il dit bien destruction créative et pas création destructive. On détruit d'abord et on rebâtit après. Donc on a une période très difficile dans laquelle on dit est-ce que la courbe du chômage va s'inverser ? C'est-à-dire qu'on voit les destructions, on voit les usines qui ferment, on n'a pas la même hauteur de ce qui arrive. Même si on est confiant sur le moyen terme, on passe par une période un peu difficile. Querelle des anciens et des modernes, etc. Période où il ne faut pas traîner trop longtemps, en clair. Alors la poussée scientifique et technique est considérable. Jamais on n'a connu ça dans l'histoire. On a passé 12 millions de chercheurs. Moi j'étais au CNRS. Il y avait 5 millions de chercheurs quand j'y étais. Je ne suis pas si vieux que ça. Oui. Aujourd'hui on tourne à 1 million de chercheurs de plus par an.
essentiellement plus c'est de la Chine, de l'Inde et tout. 18 000 articles scientifiques par jour, 4,5 millions par an, 110 000 revues scientifiques, 2 millions de brevets délivrés par an l'an dernier. L'an dernier, on était à 1 million il y a 5 ans, pour vous dire la vitesse à laquelle on est passé à 2. 8,7 millions de brevets actifs. Sachez que 0,3% des brevets trouveront une application rentable, pour donner une idée. 1 200 milliards. Et tout ça va doubler en 10 ans à cause des gens que je vous ai dit, les Chinois. Ils étaient 1,5 million de chercheurs il y a 4 ans. Ils sont aujourd'hui à 2,4 millions. Ils veulent passer à 4,5 millions. Tout à faire cessante. Ils ont les bonhommes, ils ont l'argent. Je passe sur les autres. Donc, côté poussée scientifique, ça tourne grave. Vous verrez les gamins. On a même une assez grande inefficacité parce que tout le monde est sur la même chose. Je prends par exemple, je sais pas, l'énergie, les matériaux, température moteur, autour environnement voiture. Il y a 850 labos dans le monde qui travaillent là-dessus. Il n'y a guère que 25 qui font les avancées. Ceci dit, la techno, c'est une chose, mais attention, on ne mange pas de techno. Les technos, c'est les moyens et pas des objectifs. Personne ne tombe amoureux d'un wireless access protocol, sauf technophilie avérée. Ni du big data, personne ne va tomber amoureux du big data. Ils pensent Big Brother, ils ont peur, les événements récents montrent qu'ils n'ont pas forcément si tort que cela. Donc la technique est un moyen, elle sera remplacée par une autre technique à un moment donné. L'innovation, ce n'est pas la promotion des techniques, c'est la mise au service des individus. De cela, on dit c'est l'intégration du meilleur état des connaissances dans un produit ou un service créatif qui permet d'améliorer la condition humaine et la vie de la société. Donc ce n'est qu'un moyen. Même si on passe par une phase techno. Donc la dame, elle ne va pas rêver à ça. Pas lui demander trop. En fait, pour innover, le cycle part de l'individu et revient vers l'individu. On verra ce qu'en dit Steve Jobs après. Comprendre les rêves, les désirs, les espoirs, les idéaux, les souhaits, les valeurs, les attentes, les besoins de ceux à qui on s'adresse. Respecter leur sensibilité, leur identité, leur culture, leur part de création, de plus en plus forte. Ce n'est pas des imbéciles. Connaître leurs pratiques, leur niveau de connaissance, leur vécu, et essayer d'aller plus loin dans ce qui a été fait pour eux jusqu'à présent. C'est ça l'innovation. Et voir ce qu'on a de mieux disponible aujourd'hui, en sachant que demain on aura encore mieux. Pour l'instant, il faut mettre à disposition ce qu'on a de mieux. Alors, aux sources de la culture européenne. Alors, l'Europe, en fait, vous avez vu, il y a un mouvement clé qui s'appelle la Renaissance. Avant la Renaissance, on sort de 1500 ans de leadership chinois, indien et arabe dans le domaine des sciences, des techniques et de l'innovation. Et on va avoir un moment, il va se passer quoi? La Renaissance, c'est quelque chose de très particulier. On va avoir concentration de toutes les connaissances du monde, là, au nord de l'Italie. Sachez que toutes les innovations de la Renaissance, elles sont à plus de moitié liées à des inventions chinoises. La poudre, la boussole, tout un tas de choses que vous aviez. Donc on a intégré indienne, beaucoup. On va prendre les chiffres indo-arabes, au lieu des chiffres romains. Essayez de faire de l'algèbre avec les chiffres romains, vous allez voir, vous allez vous accrocher grave. Donc on adopte des chiffres, des éléments qui viennent de tous les pays, plus redécouverte de ce qu'avait fait Rome, de Constantinople, et les pays européens. Première synthèse mondiale. États-Unis, on ne les a pas encore découverts. Et aussi l'arrivée par l'Afrique de tout ce qui était Égypte ancienne et tout. Une synthèse, première synthèse globale, faite en Europe. Nord d'Italie rassemble toutes les connaissances du monde, devient le berceau de l'approche humaniste moderne de l'innovation. 4 composantes. Le brevet, on invente le brevet d'invention qui fait que si vous faites une invention, on pense que c'est bien pour la société, donc on vous rémunère en 1403, on l'avait déjà un peu avant. Le Venturi Capitale, c'est dire en italien, parce que Americo Vespucci, qui donnera son nom à l'Amérique, c'est un des tout premiers bénéficiaires de Venturi Capitale, financement de l'aventure. On a les Français qui ont traduit ça par capital, risque, seul au monde. Aventure, c'est quand même mieux que le risque. Le risque, c'est un emmerdement, mais l'aventure, c'est mieux. Le design, la conception, prendre le temps de concevoir avant de réaliser. On rebaptisera ça en 1948 R&D, Rand Corporation, avant on disait designo. Vous pouvez passer 1 an et demi à préparer un tableau. Le fait de concevoir, les cathédrales, on les faisait en même temps qu'on les mettait, parfois ça ne marchait pas, il fallait reconstruire. Et l'humanisme comme objectif. Ce n'est pas pour le roi, ce n'est pas pour le prince, ce n'est pas pour le militaire, c'est pour l'homme en tant que tel. Et donc, on a toutes les composantes nouvelles, l'humanisme, le brevet, le venture capital, la conception design. 4 objectifs sont donnés par les grands humanistes de la Renaissance à l'innovation. Amélioration de la condition humaine, amélioration de la relation entre les hommes. Ils ont naturellement tendance à se cartonner, vous avez remarqué. Donc, il faut tout le temps jouer là-dessus. Amélioration de la vie dans la cité, essayer de construire la cité idéale, ça devient de façon récurrente. Alors, on a eu toute grande époque, le fait de faire la cité idéale, ça peut être Athènes, ça peut être Rome, ça peut être Florence. Et améliorer la relation à la nature. Vous voyez, on n'a pas changé grand-chose, on est toujours sur cela, fondamentalement, avec des techniques nouvelles, mais les business models ne changent pas, eux.
Et voilà un schéma, vous connaissez, l'homme mesure de toutes choses. On essaie de faire la vie idéale pour lui, de le soigner, de le rendre beau, de l'éduquer. C'est lui qui est l'acteur du progrès économique, scientifique, de l'éduquer, de voir sa place dans le monde. On découvre les autres continents, dans l'univers, Galilée, relation à Dieu s'il y croit, et aux philosophes. C'est la révolution absolue qui place l'homme au milieu du système. Et on ne peut mesurer l'innovation que alors de ce que ça apporte, est-ce qu'il vit mieux, est-ce qu'il a moins mal, est-ce qu'il comprend mieux, est-ce qu'il voyage, etc. Et donc ça, c'est un coup de tonnerre. Nous, les cours, j'ai la chance de donner les cours dans le monde entier, c'est ce qu'on enseigne le plus. C'est la Renaissance, ça reste le fondamental de tout. Il y a eu des business models à tomber par terre. Et puis en plus, synthèse par la beauté. Enfin, je vais pas vous faire, si vous voulez voir un cours sur la Renaissance et sur le web, vous verrez, c'est gratuit, sur les mardis de l'innovation. On a mis 15 ans à le faire avec 800 bouquins, donc c'est de bonne qualité pour comprendre ce qui s'est passé là. On a une autre époque où l'Europe va avoir... Alors, l'Europe prend le leadership à cause de sa synthèse. Elle n'est pas tellement avancée, en fait. C'est ça qu'il faut retenir, la Renaissance. On n'est pas tellement avancé. On va s'appuyer sur des techniques chinoises. On va faire des horloges, par exemple. On va intégrer des roues, des roues dentées, des poulies, des choses qui viennent du monde arabe, de la Mésopotamie, de la Chine, de l'Inde. Mais on va en faire la synthèse. On va regrouper tout ça au service de l'homme, ce que d'autres ne faisaient pas. Et l'Europe part, à partir de la Renaissance, pour un leadership de 6 siècles. Elle va enchaîner les humanistes de la Renaissance, les Lumières, les philosophes, etc. Donc, et on aura une deuxième grande synthèse créative à la Belle Époque. Déesse du progrès. Paris s'impose comme l'encyclopédie vivante du monde bonheur, capitale du progrès, l'avant-garde de la civilisation. C'est dans l'histoire des Américains, c'est pas mon avis. Les grands innovateurs viennent de partout. Et vous voyez le Grand Palais, la Tour Eiffel, vous avez plus que des beaux restes. Et les 42 entreprises françaises leaders mondiales naissent à cette époque. Les L'Oréal, les Air Liquide, les Gaumont, etc., les Berlier, les Renault. Voilà, vision idéalisée de la technique au service de l'humanité. Vous voyez l'enthousiasme. Blériot qui traverse la Manche. Tour Eiffel, bâtiment 3 fois plus haut que ce qui existait à l'époque, était la cathédrale de Cologne. Voilà. Le palais des arts et de l'industrie à Paris, vous ne pouvez pas le voir, mais 100 000 places assises couvertes. Le Stade de France fait 80 000 places et il n'est pas couvert. Johnny n'avait pas pu jouer parce qu'il pleuvait. Là, il aurait pu jouer même s'il pleuvait. Bon, on a fait très grand. Et le lieu mythique de la high-tech pendant toute cette période, Belle Époque, c'est le Grand Palais. C'est là où il y a le premier salon l'aéronautique, vient s'acheter le premier mondial de l'aéronautique au Grand Palais. Bon, j'ai touché le mondial de l'auto aussi, mais ici aussi de l'électricité. Et la devise du Grand Palais, malheureusement, le bloc de granit où c'était écrit a été perdu pendant les travaux, c'était « L'avenir sera fait des outils que nous avons créés ». Ça s'appelle avoir la main. Ça se passe ici, et maintenant, comme on dit certains politiques après. Donc l'Europe a cette nostalgie de 2 périodes qui ont changé l'humanité, qui sont la Renaissance, qui est diffusée après les valeurs sont diffusées sur le monde entier, ça hyper avec l'éducation, les enfants, je passe, et la Belle Époque. Encore beaucoup, quand on enseigne en Inde, en Chine, en Amérique latine, eux, c'est déjà ça qu'ils veulent. L'éducation pour tous les gosses, la santé, la salle de bain, le frigo, les éléments de base que nous, on pense que c'est un acquis, que ça va de soi. Alors, du technocentrique à l'human-centrique. Si on revient sur le phénomène d'innovation, il fait une synthèse fondamentale entre d'un côté la techno, alors vous avez vu le paquet de techno, c'est pas la techno, c'est de multiples technologies en interférence, en concurrence, très dur à gérer. Là, vous avez un Pentium 4 version pop art pour le rendre acceptable. Les technos. Alors c'est compliqué, mais c'est pas si compliqué que ça, on est dans les sciences exactes. Et d'autre côté, vous avez les gens, alors là, c'est encore plus compliqué, la vie. Le type avec sa femme, ses gosses, son chômage, son cancer, ses transports, son boulot, ses douleurs, enfin, essayer de transformer en fait quelque chose qui est d'une logique technique, technologique, si on dit, vers quelque chose qui est psychologique, anthropologique, sociologique, des emplois, transformer des mégahertz en bonheur, en gros. C'est votre boulot si vous êtes innovateur. Et en emploi au passage. Alors il faut faire attention, ça ne va pas de soi. Après la fantastique Belle Époque, en 1913, on a un grand sociologue et philosophe allemand qui s'appelle Max Weber qui dit « La technologie a désenchanté le monde et on ne s'en remettra pas. » Parce que la techno est totalement neutre. Les avions avec les dames qui décollaient, c'est beau, mais vous pouvez balancer des bombes avec l'avion. Avec le marteau pour enfoncer des clous, le crâne de la voisine, c'est pas la photo marteau, en simplifiant. Donc il vous dit, plus vous allez avancer en techno, plus vous devez transmettre les valeurs. Sinon, vous avez un apprenti sorcier qui est en train de faire joujou avec ça. Alors, un grand bonhomme, vous connaissez, c'était la star, et malheureusement il nous a quittés,
lui, il va très loin. Steve Jobs, moi j'ai donné quelques formations chez Apple, il vous dit l'innovation est technologiquement neutre. Qu'est-ce qu'il entend par là? Deux choses. Mais il dit le progrès des techniques il va être continu, c'est-à-dire que la recherche va continuer, 2 millions de brevets par an. Il voulait racheter par exemple RIM uniquement pour le nom à un moment, Research in Motion, il trouvait ça très beau, la recherche en mouvement. Elle ne s'arrêtera pas. Les hauts débits d'aujourd'hui, c'est les bas débits de demain, et ainsi de suite. Le problème pour lui, c'est de dire, est-ce qu'on met ça au service de les gens, et si possible quasiment en temps réel, de dire je ramasse ce qu'il y a de mieux, je vous délivre cela, et il était rentré dans sa logique 1, 2, 3, 4, 4S, 5, 5S, et le S, vous l'avez dit, semestre au début, tous les 6 mois, on ramasse les copies, et on fait la synthèse que l'on peut faire de mieux. Sur un iPhone, la plus grosse part est allemande, il y a 17% d'Allemands, il y a 13% de Coréens, enfin je ne vais pas faire le tour du monde, il y a même 5% d'Américains et 4% de Chinois. Et donc c'est ce qu'on peut faire de mieux. Il ramasse les copies, il dit, je sais très bien que dans 6 mois, quelqu'un me dira, ah oui, mais ma batterie, lithium-ion, lithium polymère, lithium métal, lithium phosphate, le dernier lithium du jour, au lieu de faire 8 grammes et 12 heures, elle fera plus que 7 grammes et elle fera 14 heures. Mais ça, c'est dans 6 mois. Donc, aujourd'hui, je vous mets ce qu'on peut faire de mieux, et je le fais plus vite que d'autres. Et je le fais mieux, et je ne me pose pas la question. Donc, l'innovation est technologiquement neutre, en ce sens qu'elle s'appuie sur le meilleur état des techniques, au meilleur état, sans prendre de risques, avec des valeurs techno qui peuvent vous les sortir en plus en 100 millions d'exemplaires. Donc ce n'est pas un problème de recherche. Et en plus, il vous redit bien, la techno, elle part de l'individu, l'innovation, elle part de l'individu, elle revient à l'individu. Si vous partez de la techno et que vous cherchez une application, ça ne mènera nulle part. C'est clé parce que c'est plutôt la tendance qu'on a aujourd'hui ici. C'est-à-dire dans une techno et de voir si elle a des usages. L'usage, ce n'est pas relié à une techno, c'est des us et coutumes, c'est lié aux gens. Elle peut avoir une application, une utilisation, mais certainement pas un usage. Les usages ne dépendent pas de la techno. La musique, c'est un cri qui vient de l'intérieur, c'est pas un usage du numérique. Mythique, c'est pas un usage du numérique, c'est le domaine de la solitude affective. Skyblog, c'est pas un usage du numérique, c'est le domaine de l'expression adolescente. Donc ça, c'est un trait de société. Est-ce que ça apporte quelque chose pour améliorer, oui ou non? Mais si on a des yeux techno et qu'on regarde la société, on ne la voit pas. Et il vous dit ça, c'est dangereux. Donc n'oublions surtout pas ce point. Alors, regard sur l'origine du digital. Le digital, je suis tout petit, vous allez voir, ça s'insère dans l'analyse historique. Alors, sachez que Léonard de Vinci avait fait une machine à calculer, il n'a pas réussi à la fabriquer. Mais il avait fait tous les concepts. En fait, c'est Pascal qui l'a fabriqué à partir du plan initial de Léonard, en le mettant, ça s'appelle la Pascaline, et le musée des arts et métiers fait des additions et des soustractions. Leibniz a poussé un peu plus loin, il fait des divisions et des multiplications. Par ailleurs, Leibniz est un gigantesque mathématicien. Il va beaucoup plus loin dans les mathématiques et il découvre une chose, c'est qu'on ne pourra jamais aller nettement plus loin avec de la mécanique. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup trop d'éléments. Il fait ce qu'aucun mathématicien n'avait fait avec lui, il va commencer à shooter tous les nombres. En disant, mais ça fait beaucoup, 10, avec le zéro. Les Romains, c'était combien? 12, les Chinois, 14, les autres. Combien faut-il, en fait, de chiffres pour écrire tous les nombres? Et il shoot le 5, le 4, le 8, et il arrive à dire 2, 1 et 0. Il invente le langage binaire. C'est pour ça que le plus grand institut d'informatique s'appelle Leibniz Institute. Et avec ça, son obsession, c'était de simplifier avant de recomplexifier. Vous pourrez faire tous les calculs du monde. Mais il n'y avait pas l'outil pour le faire, il n'y avait pas la techno. Après, Schütz essaiera de faire un ordinateur mécanique, mais on oublie. Et puis, tous les systèmes s'appuieront sur le langage binaire développé par Leibniz. Voilà le premier papier où il vous dit on peut tout écrire avec des 1, des 0. Avancée phénoménale, 1679, c'est pas nouveau, le digital, pour info. Alors, il vous met tout est au clair. C'est toujours le langage qu'on utilise, il n'y a pas eu de changement. Conception du langage, 268 ans de temps de latence. Alors, le temps de latence, c'est le décalage entre la découverte théorique et son application. C'est un des plus longs temps de latence qu'on ait jamais vu. Parce qu'il fallait la techno permettant de le mettre en œuvre. La techno, elle arrive en 1947, le transistor, il ouvre, il ferme. Il ouvre une porte, il ferme une porte, et c'est un 1 et des 0. Il vous envoie des 1 et des 0 comme s'il en pleuvait. Alors, sachez qu'aujourd'hui, le transistor, c'est le système conçu par l'homme le plus produit sur Terre. Vous savez que dans les nouveaux microprocesseurs, on est à 2 milliards de transistors pour un microprocesseur. Intel seul produit plus de 10 milliards de transistors par seconde, 40 millions par habitant de Terre, soit 400 fois plus que les grains de riz, qui est le produit naturel le plus produit. Et chaque transistor, si je prends 22, il peut générer 100 milliards de 0 ou de 1 par seconde. Donc voilà. Alors ça vous crache du 0 et du 1. Des milliards de milliards de milliards de 0 et de 1. Ceci dit, ce n'est pas tellement long. On avait déjà les machines à commande numérique il y a 30 ans. Ce n'est plus distinctif.
De la même façon que des électrons se baladent partout, si on coupe le courant, il n'y aura même pas de 0 et de 1, il n'y aura rien. Hein. Mais c'est devenu le sang qui circule dans les systèmes. Les 0 et les 1 est devenu le support de communication. C'est juste pour vous montrer que ça prend du temps avant que ça arrive. Hein. Donc c'est là. Hein. Le potentiel est considérable. Moins, quand on dit les technologies du numérique, en fait, il y en a entre 45 et 50, suivant qu'on en groupe ou pas. Les 3/4 n'ont strictement plus rien à voir avec le numérique. Alors, on envoie un satellite de télé, il y a de l'énergie satellite, il y a de la puissance. Bien sûr, il transmet en digital, mais tout est transmis en digital, donc ça n'est plus un facteur distinctif de concurrence. Le potentiel est considérable, on va voir pourquoi, mais les risques sont aussi considérables pour l'emploi à court terme. En fait, en gros, on est très confiant sur moyen long terme, on est très inquiet sur court moyen terme. Le ANR m'avait demandé, il y a une grande conférence du numérique, il y a 3 semaines à la Villette, où il y avait aussi 800 spécialistes, m'avait demandé de chiffrer la destruction créative. Je regardais tous les rapports au niveau mondial. Combien on détruit d'emplois? Combien on en crée? Clair, net. On en détruit beaucoup plus qu'on en crée pour l'instant. Ça augmente ce qu'on crée, ça diminue ce qui s'en va, mais ça reste très loin. Et suivant les cas, les analystes qui parlent d'innovation gap disent que ça prendra 5 ans. Certains disent peut-être 10 ans. Ce qui n'est pas très bon, d'où parler, il faudrait des innovations majeures. Alors, pourquoi ça a cet impact? On s'est posé la question, pourquoi ça ne décolle pas plus vite? Puisqu'on a l'expérience d'une quinzaine de vagues de même nature, sans analyser chacune des chinoises, le peak booming et tout. Alors, le terme digital est très restreint. Il y a quelques années, on disait NTIC, rappelez-vous, Nouvelle Technologie de l'Information et de la Communication. En fait, si c'est de l'information et de la communication, c'est pas dur à gérer, on a géré ça plein de fois. On a eu le téléphone, on a eu le fax, on a eu le câble, on a eu l'imprimerie. C'est pas tellement ça qui pose problème et qui, à la fois, pose problème et apporte un plus. C'est le I, Nouvelle Technologie de l'Information et de la Communication et de l'intelligence. Je vous ai mis en jaune, par exemple, quelques-unes de ces technos. Mémoire vive, intelligence artificielle, moteur de recherche, conception assistée par ordinateur, système expert, langage universel, image de synthèse, traducteur. Je pourrais vous en donner encore une quinzaine. Le point qu'il y a, c'est qu'il y a pour porter 30 ans en arrière, mettons 40 pour être sûr, la mémoire n'était qu'humaine, l'intelligence n'était qu'humaine, la recherche n'était qu'humaine, la conception n'était qu'humaine, l'expertise, le langage, la synthèse et traducteur. C'est-à-dire que pour la première fois, et là on n'a pas de référence passée, on a des technologies qui sont directement sur les capacités humaines. Si vous demandez à un spécialiste du cerveau, il va vous dire, mémoire, on sait exactement où c'est, c'est-à-dire si quelqu'un a reçu une balle là, il ne se rappelle plus. Logique aussi, on sait exactement où est la logique, le calcul, la recherche, le tri, le classement, l'identification. Vous reconnaissez votre mère alors qu'elle a 2 yeux, un nez, une bouche, c'est un endroit précis. La sélection, l'évaluation, la traduction, la reconnaissance, le référentiel temps-espace. Il faut mettre nos GPS, doit être positionné. Et donc, on est sur... Alors, dès le début, les analystes, les grands analystes et aussi les psychosociologues disent, vous savez, on est sur le terrain de l'intelligence humaine. Ça risque de nous mener à un monde où quelques-uns sauront gérer ça, les autres n'auront plus vraiment d'utilité parce qu'on va les remplacer par des systèmes automatiques. On aura besoin de personnes pour trier des chèques, ouvrir un compte, ouvrir les droits à la retraite, les caissières, plus besoin de caissières. Petit problème, il y en a 440 000 en France. Juste, on peut les changer aujourd'hui, on les supprime. On dit c'est un peu con avec la douchette et le machin, le code barre, je vous mets RFID là-dedans, autre chose, et oui. Ça, c'est pas difficile. Elles font quoi? C'est juste la question. Donc, à la fin, on dit, ça va, c'est sur, par exemple, une étude récente de l'université de Stanford a dit, dans les métiers, tous les métiers ensemble, environ 66% de ce qu'on fait peut être remplacé par ces techniques-là, aujourd'hui. 2 tiers. Et dans certains métiers, 3/4. Libraire, par exemple, peut remplacer, être sur Amazon, autre chose. Mais le libraire, il dit, j'avais quand même une partie qui n'était pas ça. J'aimais les livres, je conseillais les gens, j'avais une partie qui n'était pas ça. Les gens vous disent qu'il y a une partie qui ne se dissolvait pas dans les 1 et les 0. Et donc on est dans ce point. Et d'autre part, on dit, oui, mais vous imaginez l'effet levier pour l'intelligence humaine. La recherche, hein, vous mettez, je ne sais pas quoi, digital, ça vous met 1 287 842 documents trouvés, recherchés en 0 secondes, 0,3. Punaise! Moi, j'ai connu la bibliothèque Sainte-Geneviève, il y avait 3/4 d'heure pour un bouquin, nom de Dieu. Donc, à la fois, la crainte que ça remplace pas mal de gens, à un moment donné, et le fait de dire, et ensuite ça va amplifier le boulot des gens. Ça fait les deux. Et vous avez vu une étude, vous avez entendu parler de l'arrivée de Free sur le marché. C'est un économiste qui a dit ça a supprimé 15 000 emplois, et l'autre a dit ça a créé 15 000 emplois, ils avaient raison tous les deux. Il y en a qui ont regardé destruction, l'autre qui a regardé création. Hein, ils n'ont pas mixé. Mais ce n'est pas tellement chaque brique techno. La mémoire, par exemple, là, j'ai une clé USB, donc, très efficace, ça remplace le CD, c'est mieux. C'est la période des briques. Mais les briques, elles se mixent. Comme dans l'intelligence humaine, de la mémoire et de la logique, plus de l'anticipation, plus de l'évaluation, plus de la traduction, plus.
Ça vous combine dans de l'intelligence humaine. On a eu 2 avions qui sont tombés, conflit entre le pilote et le pilote automatique quand même. Il y avait bien 2 pilotes à bord, si vous voulez. Et donc on arrive à des choses très élaborées, rééducation, contrôle commande, analyse risque temps réel, CRM, ça bouge à la vitesse de votre business model, PLM, Product Life Cycle Management, du feu de Dieu, SOA, encore pire, IBM, on dit attendez, souple et félin. Le matin, ça a changé par rapport à hier soir, si vous avez bougé. Bon. Le Fleet Management System, où gérait 40 000 camions d'un coup, les avatars intelligents, l'expertise. Et donc, on est dans quelque chose de révolutionnaire dont on n'est qu'au tout début. Les applications qu'on a aujourd'hui sont relativement simples. Elles mixent 2, 3, 4, 5 technos. On va aller vers des synthèses extrêmement sophistiquées, et donc on a changé un peu de monde. Et c'est moins lié au digital qu'à l'intelligence stockée, qui vient de l'homme, mais qu'il a délégué en fait à des machines. Alors le secteur digital est encore en phase de promotion techno. On est un ministre d'économie digitale. Par exemple, on a eu un truc à faire rire beaucoup dans le reste du monde. Le jour de la journée de la femme, on a la journée de la femme digitale. Alors sachez qu'en 1903, on a la journée de la femme électrique, et en 1906, la journée de la femme radioactive. Madame, votre beauté exige la radioactivité naturelle. Bon, on ne parle plus d'économie électrique. Donc on est encore dans la phase où, ah oui, c'est nouveau, c'est intéressant, tout va... Et on pense que la société va prendre le digital, alors que c'est l'inverse. Rappelez-vous, Steve Jobs au début. Et donc c'est encore, certains appellent ça le techno-chiant à la française. Je n'irai pas jusque-là, mais je l'ai entendu, en disant, oui, mais attendez, 3 mégabits, 7, oui, ouais, d'accord, so what? Une ville digitale, c'est bien. Une ville où il fait bon vivre, c'est mieux. S'il y a du digital, tant mieux, mais ce n'est pas l'objectif. Il faut mailler avec le reste. Donc, et on a encore, par exemple, l'application comme ça, de business model venu d'ailleurs, sans liaison avec notre culture. Et en ce moment, ça remue dans les brancards, un peu comme on a aux États-Unis depuis maintenant 5 ans, où ça secoue fort, parce que c'est plus avancé, et les gens se disent, oui, mais ça remplace des boulots qui étaient ci ou ça, à 20% de ventes sur Internet, le centre-ville se met en carafe, on est obligé de prendre des mesures, parce qu'on ne peut pas vider tout, etc. Donc c'est encore un peu sec, un peu froid, un peu technico-technique, c'est-à-dire pas encore totalement au service de la société, et pas assez maillé avec les technos de tous les métiers, avec les technos notamment médicales, pour améliorer la vie des gens, éducatives, transport, sécurité, enfin, etc. Alors, d'où le concept de synthèse créative. Quand on dit on fait une synthèse à la fin, ça veut dire qu'on va regrouper tout. Ici, je vous montre justement Renaissance, ces 4 bâtiments, 6 siècles, ils sont de la même date, ils sont strictement au même état des techniques. Il y en a un, il est en Thaïlande, un autre est à Venise, un autre est dans le nord de l'Écosse, un autre est à Kyoto. C'est 4 palais, il n'y a pas de différence technique, on sait faire de la dorure à l'extérieur parce qu'il fait beau à l'intérieur, enfin, peu importe, il n'y a pas de différence. Mais vous voyez, la synthèse est différente. Suivant la culture, suivant l'objectif, suivant la religion, suivant ce qu'on a envie de faire. J'en prends 4 d'aujourd'hui, 4 opéras. Vous connaissez Paris, Pékin, avec le yin et le yang au-dessus, Sydney, Curitiba, au Brésil. Vous voyez, et ça, je peux vous jurer, je fais des formations en Chine, au Brésil. Ça c'est pas possible ici. Patronne de la mairie de Pékin, 20 ans de parti, elle va vous dire, vous choisissez, c'est un opéra ou une forêt. C'est pas... Bon. Au Brésil, on aime bien les opéras forêts, figurez-vous. C'est un pays où la nature entre plus dans les bâtiments, ils font ce qu'ils veulent. Et donc, ça délivre de la beauté de la belle époque, de la Renaissance, au moment où il y a combinaison au service des gens, où on ne parle plus de briques techno ou de puces, mais que l'on délivre du mieux. On délivre des tours Eiffel, des cathédrales, ce que vous voulez, des opéras, des chœurs artificiels, enfin, mais des choses au service des gens. D'où, vous voyez, on retrouve l'homme mesure de toutes choses, mais ce n'est pas un schéma de Léonard de Vinci, celui-là. C'est passage web 2.0, 3.0. Alors, enlevez people du milieu. C'est horrible, c'est d'être dans du wiki, du Focosomi. Vous ne pouvez pas dire l'avenir sera Ajax. Déjà, les gens qui vous connaissent moins le secteur que vous, ils pensent que c'est un détergent en plus. Donc, ça ne va pas faciliter les choses. Il sera RSS. Il sera l'amélioration des gens, ou sinon, ils le balanceront. Tout point barre. C'est-à-dire qu'il faut à un moment donné regrouper tout ça. On parle d'innovation human-centric. L'homme mesure de toutes choses. C'est comme ça la fin de toutes les grandes synthèses. À un moment, on dit « so what ?» Ça délivre quoi ? Je vis mieux, moins longtemps, la grand-mère n'a plus de mal, elle n'a plus d'Alzheimer, je remarche. Enfin bref, ça délivre oui ou non. Les gens ne vont pas s'emballer sur le fait que c'est... Alors, il arrive de ces choses-là, je vous en montre 2 qui sont en bêta-test. CyberTeacher, développé par Téléland, qui vient d'être acheté d'ailleurs par le grand américain sur le truc, Berlitz. Alors, le pitch, apprendre une langue étrangère à son insu, comme vous avez appris votre langue maternelle de votre maman, sans qu'elle vous donne jamais un cours. C'est beau,
Alors derrière, technologiquement, je ne fais pas le schéma, ça délivre grave, mais voilà, ça plaît aux gens. Ipseo, for your eyes only. Hein, c'est Decilor, leader mondial de la vision. 500 variables sur votre vue. C'est un truc que les gens, vous leur donnez, ils s'accrochent dessus, ils ne veulent plus la lâcher. Ce n'est pas plus 1, plus 2, moins 3, c'est toutes les variables de comment ils font. Donc on arrive avec des produits extrêmement sophistiqués qui sont des synthèses créatives. De chacune, vous avez 30, 40, 50 technos élaborés, mais qui disent des trucs simples. Comprendre une langue que je ne comprenais pas, voire bien, enfin oui, c'est assez remarché. Enfin. Alors le problème qu'il y a, c'est que l'Europe avait fait le break sur l'humanisme, mettre au service. On dit oui, les Chinois avaient inventé l'imprimerie, mais en fait c'était pour le prince, c'est pas humaniste, c'est pas démocratique, c'est pas au service des gens. On nous rebat les oreilles avec le fait humaniste, philosophe, démocratie et tout le barda. En ce moment, l'Europe n'est pas du tout leader sur l'innovation humaniste. Le pays leader, c'est l'Inde. Il s'est ouvert une trentaine de chaires cette année uniquement sur des concepts indiens. Et vous voyez, le patron de Renault, il est complètement converti au frugal, inclusive innovation. Personne ne doit être exclu quand il y a une innovation. Les Indiens ont dit, vous avez fait pareil au 19e siècle quand vous avez mis l'eau dans les villages. Vous n'avez pas mis la robinet toutes les 3 maisons, vous avez mis chacune. L'électricité, pareil, tout le monde. L'éducation pour tous, tous les gosses allaient à l'école. Vous êtes vacciné au BCG, tout le monde est vacciné. Non, bon. Bref, ça touche tout le monde ou ça touche personne. Nous, on était encore sur les schémas... quand on n'a pas d'innovation radicale, on dit c'est des happy few, early adopters qui payent ça 800 balles, puis petit à petit ça descend et ça s'arrête à 15% de la population. Et là, vous voyez tout le monde en développement qui dit non, ça touche tout le monde. Frugal, c'est-à-dire pas de chichi autour, parce qu'on va à l'essentiel pour toucher tout le monde. Triple A, c'est pas la connotation. Available, accessible, affordable. Grassroots, tout le monde participe. TAD, Jogad. Donc l'Europe est un peu dépassée par d'autres. Le Brésil, vous voyez, les grands projets du millénaire pour 140 pays dans le monde. Le Brésil est déjà en avance, améliorer, vous voyez, la santé, l'éducation, l'égalité des sexes, combattre les maladies endémiques, qualité de la vie, travail pour tous. On revient à des choses qu'on avait un petit peu oubliées en étant sur la dérivée des technico-techniques. Alors, renouveau européen. En ce moment, l'Europe est un peu le cul entre deux chaises. Un des gros reproches qu'on lui fait dans le monde, alors on dit les Chinois copient, le pays le plus copieur de la Terre, c'est l'Europe. On vous sort les business models qu'il y avait il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans à Silicon Valley, où, exemple, vous avez vu les gens. Et donc quand vous arrivez ailleurs, on dit ça, on est déjà vu, ils sont déjà passés. Wanadu, c'est après Yahoo, il y a 2 hauts, c'est bien qu'on est pompé, plus tard, plus petit, en mode local, que les gens ils vous prennent un truc pareil. La marque était supprimée, mais dès le début, elle était morte. C'était un MeToo bas de gamme. Bon. Et donc là, on vous dit, mais vous apportez quoi? Vous avez fait rêver la Terre entière. C'est beau, c'est esthétique, c'est plus humain, c'est plus accessible, c'est plus facile à faire, c'est plus si. C'est quoi la plus-value? Si c'est nous caser ce qui a été fait ailleurs il y a entre 1 an ou 6 mois et 10 ans, on s'en fiche un peu. Alors l'Europe, sachez qu'aujourd'hui, le principal risque, dans toutes les analyses de risque, au niveau mondial, c'est l'éclatement de la zone euro, risque international le plus important pour les années à venir. Parce qu'on dit, attendez, vous n'êtes pas beaucoup, vous êtes avancés, vous êtes péririches, vous avez des philosophes, vous avez des lumières, vous remettez les oreilles avec tout ça, et ça va vous péter la figure. Et d'ailleurs, le reste du monde a remis un prix Nobel à l'Europe, en tant que... Pour dire... Pourquoi? Il y a des précédents historiques. On a peur de la mondialisation. Bon, une mondialisation, c'est des échanges, ça peut être un peu dur, mais le pire de la mondialisation, c'est les guerres mondiales. Il y en a eu 2, elles sont venues de chez vous, donc les autres, dans les fouettes, liées aux affrontements des nationalismes. Mais réellement, quand on prenait au Brésil, on dit mais ça va péter, parce que les 2 dernières fois, il y a eu des répercussions loin. Alors eux, ça ne les fait pas rire du tout que les petits pays européens s'engueulent les uns les autres, parce qu'il y a beaucoup de cadavres dans les placards. Vous voyez, on dit prix Nobel de la paix, 920 000 €. C'était 1 million avant, mais là, avec mal les placements et la baisse des trucs, on a ramené à 920 000. C'était le seul prix qui était 1 million depuis pratiquement un siècle. Et il a divisé par 26. Vous voyez, ça commence mal. Voilà. Alors ici, vous voyez ce qui s'est passé, le risque économique. Un seul tableau suffit. Vous voyez la divergence des taux d'intérêt avant la mise en place de l'euro. 10 ans euro accepté partout jusqu'à 2008. Faillite de Lehman Brothers, chacun reprend sa truc et l'explosion derrière. C'est pas besoin. Et si vous regardez après ce que ça donne au niveau du chômage, le tunnel qu'elle est à 2008, vous voyez le tunnel 2008, baisse tendancielle du chômage coordonné au niveau des pays européens, depuis qu'on n'est plus d'accord, explosion du chômage. Et la zone jaune, c'est la zone de risque maximum, plus de 25% des jeunes au chômage. Donc on est dans une situation difficile, voire explosive. Tout le monde dit calmez le jeu, parce que je vous montre le pire, après on va aller vers ce qui est mieux. Mais enfin, ça, c'est la donne clé qui interpelle tout le monde. En Espagne, on est à 60% de chômage des jeunes. Vous voyez la tension qu'il y a actuellement sur ça.
Alors voilà, certains vous disent ça, c'est une truc américaine, c'est ici le digital, c'est ça, c'est pas terrible. C'est mieux, on peut changer le message, mais enfin, l'apport n'est pas déterminant. C'est une mauvaise blague, mais enfin, c'est l'inquiétude qu'on a. Sachez qu'aux US, on a des affiches dans des usines qui disent « Digital kills your job ». Parce qu'on dit « Je veux voir ce qui va remplacer ». Parce que c'est pas dur de me dire que je suis plus efficace pour faire du back-office. Je fais quoi? Voilà. Alors l'Europe et ses vieux démons, alors en ce moment c'est pas gai, j'ai regardé les dépôts de marque, tout le monde y va, made in France 100%, made in machin, made in truc, c'est mon petit truc à moi, l'explosion des campagnes pour le repli sur les produits nationaux dans toute l'Europe. Alors c'est arrivé 3 fois en fait. Une fois juste avant la guerre de 70, juste avant la guerre de 14 et juste avant la guerre de 39. C'est pour ça que ça fout les jetons aux autres. Alors, est-ce qu'on peut restarter grave. Alors, il y a plein de bonnes nouvelles, en fait. Il y a beaucoup d'éléments positifs. Alors, ce n'est pas par la population. Vous voyez, les perspectives d'évolution de la population mondiale, un rouge, c'est l'accroissement qu'il va y avoir. Donc, l'Europe, c'est petit, c'est pas beaucoup de monde. Pas une raison pour venir les emmerdeurs de la planète, puisque normalement, on est déjà des pays avancés, riches, structurés, tout le barda, et pas trop de monde. Si vous regardez, on a augmenté d'1 milliard de personnes la population mondiale depuis 1999, en une quinzaine d'années. En Europe, c'était 1% de l'augmentation. Alors, comptez pas trop sur l'augmentation de la population pour avoir une augmentation du marché local si vous repliez sur vous. Vous avez vu, c'est pas de là, c'est pas ça qui fera le break. Part du GNP mondial, on est à 3 dans le même paquet en ce moment, États-Unis, Europe, Asie. On est beaucoup moins que les Asiatiques. Par tête, on a un niveau de PMD qui est correct. Un rebond est tout à fait possible, envisageable, et d'ailleurs en cours. Il y a eu des rives, mais bon. Problème de la dette, il est moins important qu'aux États-Unis, si on rapporte à la population, et infiniment moins important qu'au Japon. Le Japon, c'est 2,5 fois la dette européenne. États-Unis, c'est 25% de plus. Oui, c'est grave, c'est surtout que les gens ne s'entendent pas. C'est ça le reproche qui est fait. Ce n'est pas tellement les valeurs absolues. C'est le fait qu'ils se tirent dans les pattes et que les bagarres entre les Français et les Allemands, ça fout les jetons à la terre entière. Du coup, on comprend. Alors, l'éclatement d'Européens. Alors, si je vous montrais Inde, il n'y a qu'un drapeau. Il y a beaucoup plus de monde, 1,2 milliard. Je vous montre Brésil, il n'y a qu'un drapeau. États-Unis, il n'y a qu'un drapeau. Chine, il n'y a qu'un drapeau. Russie, il n'y a qu'un drapeau. Là, il y en a plein. Tout le monde s'est cartonné avec les autres une fois au moins, voire plus. Bon. Alors, est-ce que c'est un atout? On dit oui, mais c'est une culture phénoménale. Bon, quand même, il y a 8000 traducteurs à la Commission européenne, parce que tous les doublons, vous voyez, combinatoire 27, pour info, bon, vous êtes tous des matheux. Alors, c'est un atout, oui, par exemple, je crois que quelqu'un a bien connu des geeks, Electronic Arts, il vous dit, c'est là qu'on fait les meilleurs jeux, et il augmente constamment ses investissements. Il dit, quand vous débarquez chez Crytek, les gens parlent 27 langues différentes, 27 façons différentes de voir les choses, compte tenu de leur éducation, de leur culture, et là, ça fait plein de choses. Donc, ça peut être un atout, c'est quand même pas facile par ailleurs. Alors, il y a eu des programmes. L'Europe, elle a impressionné le monde. Erasmus, 3 millions d'étudiants les uns chez les autres. Après, vous ne taperez pas dessus. Vous aurez vu autre chose. On a 3 millions qui sont allés faire leurs études ailleurs. Voilà, ils ont envie que ça continue parce que l'Erasmus est très menacé, pour info. Il y a des demandes, y compris de chez nous, de revenir à des coopérations entre écoles nationales. Et les 5 derniers accords ont été faits entre écoles et universités de son pays. Voilà, ça, c'est un retour en arrière. Et surtout qu'Erasmus est devenu mondial. Et tout le monde a dit, l'Europe fait ça bien, on envoie les gens les uns chez les autres. Avec les low cost, ça ne coûte pas si cher et c'est très utile. Alors, vers la fin du handicap linguistique, et la semaine dernière, j'ai remis un prix à Samsung pour le S37 Or, le premier traducteur vraiment, je dirais, opérationnel pour transformer de la voix en de la voix, entre 9 langues, mais c'est le tout début de l'histoire, ça va aller très vite, tout le monde est dessus. Il y a eu 37 ans de recherche pour savoir. L'essentiel était fait en Europe, et l'Europe n'en tirera pratiquement rien, parce qu'elle n'a plus personne pour porter dans le monde entier. C'est techno. Vous avez Google, vous avez les grands, mais pas de ce côté-là. Alors, et ça permet d'une traduction instantanée, on appelle ça un interlocuteur. C'est très pratique, et là, horizon 2020, on est à peu près, on dit, oui, mais on a plus cet éclatement qui fait qu'on ne peut pas publier, il faut faire 25 supports, etc., cette tension-là. Donc, effectivement, on avance vite sur l'interprétariat instantané, qui va être vraiment une révolution pour l'Europe, parce qu'elle est plus concernée que n'importe qui. L'interprète automatique, donc ça a démarré. C'est déjà l'appli la plus utilisée sur Galaxy 4. Alors, si l'on regarde, par ailleurs, je ne vous ai pas mis tous les tableaux, ça c'est 6 analyses des pays les plus innovants du monde. Most Innovative Country, Global Innovation Index, les 30 pays les plus innovants, les Best Innovation Reputation, etc. Systématiquement, 2 tiers des pays cités sont européens.
truc Allemagne, Finlande, Norvège, Suède, Suisse, machin, France, quelquefois, si on a un truc côté culture, création, Italie. Donc on dirait, mais il n'y a pas de problème. Sur 5, il y en a toujours au moins 3, sur 10, il y en a toujours au moins 6, sur 15, pareil, au moins 10. Donc apparemment, l'Europe, dans les critères variés de l'innovation, ressort avec des pays très innovants individuellement. Si on regarde la coopération scientifique dans le monde, voilà, c'est les schémas modernes ou prorata. Vous voyez beaucoup d'échanges transatlantiques avec l'Asie, avec toutefois en Europe des tentations de repli national, des coopérations plutôt auto-centrées. Enfin, on s'aperçoit que ça ne coopère pas tout à fait autant que ça devrait. Si on est bon, on dit directos avec les Américains, je m'en m'emmerder avec un Italien ou un truc. Donc très vite, si on est bon, on tourne le dos à l'Europe. Hein, et si on ne l'est pas, on demande, il n'y a pas de programme coopératif qui permettrait de retrouver le niveau. Donc un peu d'ambiguïté. Mais enfin, ça reste le lieu où il y a le plus de brevets. Si on met toute l'Europe, hein, si vous éclatez, ça fait ça. Hein, c'est beaucoup plus difficile à gérer. Donc s'intégrer, là, on pèse. Généralement, l'Europe rassemblée est leader. Alors sachez que tous les grands projets qui sont leaders dans le monde d'Europe, ils ne sont pas nationaux, ils sont pan-européens. Il y en a plus ouverts sur le monde. Vous voyez, je fais un zoom sur Ariane 5. Vous voyez, il y a 12 drapeaux sur chaque booster. Sans parler de ceux qui sont minoritaires ou qui coopèrent à l'international. ESA, hein, fantastique structure, plus rien envier à la NASA sur les découvertes. Planck, qui vous a donné la première photo de l'univers, 380 000 ans après le Big Bang, la première image par uniquement l'utilisation de la résonance, l'image actuelle, donc super structure, le CERN, la référence absolue. Vous avez l'Europe regroupée, des coopérations avec tous les pays du monde. Et là, le monde apprécie, parce qu'on dit que c'est un endroit neutre, agréable, il est pour nos positions. Personne n'a peur de l'Europe. Elle a peur de ses difficultés internes. Ils n'ont pas peur d'être envahis par l'Europe. L'Europe n'est pas impérialiste. On ne craint pas que l'Europe déboule dans les steppes de l'Asie centrale. Hein, c'est pas ça. C'est qu'ils s'entendent plus et qu'ils nous refoutent leur bordel. C'est ça. Pour le reste, cool. Hein, c'est un endroit où on peut faire tous les colloques, les congrès. Voilà, le CERN, un gigantesque truc de notoriété mondiale. Vous voyez, c'est un bonhomme qui est dans le petit rond jaune, hein, pour montrer la taille du bidule. Pour voir l'infiniment petit, il faut des bécanes infiniment grandes, hein, comme vous savez. Et voilà, le démarrage. Là, vous avez les meilleurs scientifiques d'Europe et du monde venus voir si ça démarrait bien comme prévu pour aller chercher les bosons et autres particules au niveau. Donc l'Europe, quand elle est en coordination, généralement, elle a le leadership. Pareil pour les grands trucs, on sort du salon du Bourget, je vous ai mis les inévitables Airbus, hein, juste pour rappeler que ces engins-là, c'est très international. C'est européen plus, la plus grosse part est américaine en fait. Hein, mais de même que l'Europe a des grosses parts sur les produits de Boeing, voilà, je vous montre juste un Airbus, on fait les ailes en Angleterre, on fait la dérive en Espagne, on fait le tronçon central en Allemagne, on fait l'avant en France, on fait les parties mobiles en Pays-Bas, les becs en Belgique, une partie en Russie, je passe sur les autres, hein, mais là c'est les principaux. Hein, donc, et personne au moment du Bourget dans les trucs n'a dit c'est européen. Européen, se dire oh, européen. Voilà. Alors, Ariane, par exemple, j'ai demandé à mes élèves de faire une étude avec le web, c'est super. Quand elle tombe, on dit échec de la fusée européenne Ariane. Quand elle gagne, on dit majoritairement succès de la fusée française Ariane. On en est là. Bon. Mais vous pouvez voir statistiquement. Hein, voilà. Bref, il faut rendre quand même à César ce qu'il y a à César. Si on est tout seul, on ne pète pas loin. Et tous les grands groupes, je ne vais pas vous les passer tous, les groupes européens, on a des super groupes leaders mondiaux. Les entreprises européennes sont les plus internationalisées du monde. C'est une forte coopération européenne et une coopération de présence dans les zones d'expansion. Il n'y a pas de contre-cas où quelqu'un serait que sur son pays et qui arroserait la Terre entière. Alors, comme c'est aujourd'hui le lancement du premier satellite O3B, je vous mets exemple d'O3B. O3B, je ne sais pas si vous connaissez, ça veut dire Other 3 billion. Les autres 3 milliards de personnes sur Terre qui n'ont ni l'Internet ni le téléphone. Projet mondial où l'Europe a sa part. On n'est pas toujours leader tout seul, on coopère avec le monde entier, mais on n'est pas importante, hein, pour fournir Internet et téléphone pour 50 cents par an sur la Terre entière. Hein, premier lancement aujourd'hui, j'espère que tout s'est bien passé. Qui sont les grands partenaires? SES, leader européen et mondial, HSBC, plus grosse banque européenne, hein, une des 3 leaders mondiales, Google, vous connaissez, hein, DBSH, Afrique du Sud, hein, Ariane Espace, qui va lancer tout ça, Thales, leader européen sur les satellites, donc coopération internationale. L'Europe, à ce niveau-là, est un très bon partenaire des grands projets mondiaux, parce qu'elle combine des expertises extrêmement complémentaires entre la France, l'Allemagne, l'Angleterre, etc. Et à ce moment-là, elle joue un rôle d'interface important. Est-ce que l'industrie européenne est condamnée? Pas du tout.
Ici, je vous montre l'étude la plus récente auprès de 1000 acheteurs professionnels, grands acheteurs du B2B. Est-ce que vous pensez augmenter vos achats à l'industrie en Europe ou non, ou baisser? 70% disaient qu'ils continueront à acheter en Europe, en industrie européenne pour les 10 ans à venir. En 2011, 87%. L'image est impeccable. On a parmi les meilleures usines du monde. On n'en crée pas assez, on n'investit pas assez. Enfin, ça dépend des pays. Là, je ne veux pas opposer les pays européens, parce que sinon on part dans un brouhaha. Vous voyez, l'usine de voitures la plus moderne au monde est en Europe. Volkswagen tout seul investit 52 milliards d'euros pour la gamme Golf et la plateforme qui sera utilisée ensuite. C'est le plus gros investissement industriel de l'histoire de l'humanité, pour vous donner une idée. Et on sait très bien quoi faire. Il avait été demandé au patron de la Fédération de l'industrie allemande, qui s'avère être numéro 2 de Siemens, de dire comment est-ce qu'on peut faire la reprise en Europe. Il a dit, c'est assez simple. Collaborer en R&D, vous lancez pas sur des standards opposés, c'est la fin des haricots. On avait réussi bien que le GSM, parce qu'on était en coopération. Donc, coopérer à ce niveau-là, on est trop petits chacun pour se partir. Vous voyez, la télé, c'est le Blu-ray qui s'est imposé, mais il y en avait plein d'autres, et des gens qui ont mis beaucoup pour rien. Investissez, culture de l'investissement, il faut mettre l'argent là où ça produit, et productivité, former les gens, parce que beaucoup de gens ont pris beaucoup de retard. En Allemagne, on met 12 milliards de plus en formation permanente. On ne peut pas leur reprocher de ne pas connaître les technos du digital, ils n'ont pas appris à l'école, donc il faut les former, ils les utiliseront, ils ne sont pas cons. Et puis que les États se positionnent sur les infrastructures stratégiques qui vont être bénéfiques à tout. Donc on sait exactement ce qu'il faut faire, et c'est un peu ce qui se fait. Par ailleurs, sur des secteurs nouveaux, j'en prends qu'un, le développement durable. Enquête dans le monde entier, du MIT, Sloan School of Management, c'est les Américains. Voilà, analyse auprès de boîtes dans le monde entier. Quelle est la région qui est la plus crédible pour développer le développement durable? L'Europe arrive nettement en tête. Et de fait, énergie solaire dans le monde en 2011, 78% en Europe, vous voyez plus que ça part. Au niveau du vent, les éoliennes, le total monde, Europe est encore leader. Donc on n'est pas largué sur beaucoup de secteurs important pour le futur, avec des positions de force à beaucoup d'endroits. Pour l'instant, encore dans le monde, quand on dit science, on pense plutôt Europe. On pense Max Planck, on pense CNRS, etc. Encore la majorité des molécules nouvelles sont découvertes en Europe. Il ne faut pas croire qu'on est sur une base nulle. Ici, vous avez par exemple la première usine au monde qui produit des médicaments génétiques. Elle est ouverte il y a 5 mois. Génoprod, les Chinois font quelque chose de 10 fois plus petit dans 3 ans, donc on ne peut pas dire qu'on a du retard. C'est à la pointe mondiale. Vous voyez ici Selectis, qui est capable de redéfinir n'importe quel génome de n'importe quelle cellule vivante. Et vous voyez le petit garçon, que vous voyez, qui a une maladie génétique, et va avoir une des premières injections. En une fois, il est soigné. On se sert du vecteur du virus du sida, qu'on a désactivé parce qu'il peut pénétrer une cellule, pour remplacer le gène. C'est fantastique. Vous étiez malade, vous l'êtes plus. Bon, ça coûte 270 000 € la première injection, mais c'est la première. Bon. Oui, mais avant, je dirais, c'est le début de l'histoire. Et donc, on ne peut pas dire qu'on soit largué scientifique. Cœur artificiel, 25 ans d'R&D, plus 3 ans en test-évaluation, premières implantations cette année. Malheureusement, ils partent pour différentes raisons, parce qu'on ne peut pas le planter en France pour des raisons réglementaires. On espère en fabriquer 12 millions, un des objets les plus techniques, les plus sophistiqués qui aient jamais été faits, puisqu'ils combinent énormément de technologies. Voilà. Et plutôt que d'attendre qu'un jeune se tue ce week-end en voiture pour lui piquer son cœur, c'est quand même plus, c'est plus smart. Dès les 4 premiers, ça coûte 40% moins cher qu'une greffe. Durée de vie prévue 25 ans sans réparation. Bon, ça, on appelle des grandes synthèses créatives. Vous comprenez qu'elle peut arriver qu'à la fin, quand tout marche. Ça fait syntaxe et erreur quand au moment où il... Bon. Non, mais votre domaine, c'est un peu ça quand même. Bon. Voilà, Vision fait voir des aveugles de naissance. L'Institut de la Vision, tout nouveau, il vient juste de sortir de terre. Ça veut dire qu'il est à Paris. On met une puce CCD sur la rétine, on connecte un nerf, même si ce n'est pas le nerf optique, et le cerveau fait son boulot, on commence à voir. Donc, oui, bonne nouvelle, on fait voir des aveugles, on fait marcher les paralytiques. Enfin, bon. Voilà, robotique d'aide à la personne. Et le retour de l'esprit pionnier aussi. On a remis des prix cette année pour l'esprit pionnier. On a dit, mais les Européens, ils pensent tous être fonctionnaires, ils ne veulent rien faire. Bon. C'est pas vrai. Quand on regarde, on fait tour d'Europe, on a beaucoup de gens qui sont maintenant, et on réenseigne l'esprit pionnier. Avant de parler de business model, il n'y a pas de business, il n'y a pas de modèle. Il faut y aller. Vous voyez Picard, par exemple, 5 records du monde, Solar Impulse, qui a été reçu dans tous les États-Unis. Obama reçoit, comme célébré. Ça a l'envergure d'un 747, le poids d'une Golf et la puissance d'une Vespa. Et ça vole. Bon.
Voilà, Venturi aussi, record du monde des voitures électriques et tous véhicules confondus, tout ça. Il y a beaucoup, en fait, de projets. Donc, cet esprit de reprise d'initiative à la Léonard de Vinci, elle n'est pas disparue. Alors, valeurs européennes, ça, tous les philosophes, tous les sociologues dans le monde entier vous disent ça, c'est les valeurs européennes. Elles sont nées de ce qu'on vient de voir. Humanist thinking, c'est la Renaissance. L'homme mesure de toute chose, c'est la révolution copernicienne. Avant, on dit oui, mais c'est pour l'empereur, c'est pas Agnakoué qui est là par terre, qui bave. On dit non, c'est pareil. Dieu a fait l'homme à son image, il avait ses raisons. Donc nous, Chinois, on leur explique, on dit mais pourquoi vous emmerdez sur les droits de l'homme? Les gens, c'est des emmerdeurs quand même. On dit l'homme, partout, quel qu'il soit, c'est comme ça. Même un gamin, même un vieux, même malade. Bon. C'est une des valeurs fondamentales de l'Europe et petit à petit, ça s'est diffusé dans le monde entier sous le terme des droits de l'homme. Vous voyez tout en haut, la rationalité, les Lumières, l'époque de la rationalité à l'allemande, Descartes, enfin, tout le bardard, ce que vous avez appris. Vous arrivez à faire les softwares parce que vous avez cette logique. Aussi d'être séparé l'Église et l'État, parce qu'on dit non, ça doit être indépendant, la science, tout ça, sinon c'est le bordel. Parce qu'on va vous dire, ah oui, mais c'est pas ce qu'il y a dans la Bible, on tient dans la société civile. Le rôle de la loi, et non pas d'un pouvoir, et tout le temps, il faut revenir à la démocratie et les droits de l'homme qui découlent directement. On dit, c'est ça, nos valeurs. Le monde entier les apprécie, puisque c'est devenu globalement les valeurs que l'on trouve dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. On ne nous le reproche pas. Nous, quand on enseigne dans le monde, on nous dit, mais vous diffusez quoi? On dit une culture humaniste de l'innovation au service, et ça passe parce que c'est ce qu'on attend. On ne reproche pas. Alors, il y a une phrase qui me met intéressante. Dans toutes ces vagues, quand il y a eu le siècle de Périclès, ça dure 70 ans, alors ça des potes, vous verriez, c'est incroyable. Progrès dans tous les mathématiques, la physique, la géométrie, les matériaux, enfin... Et Aristote, quand il voit ça, il dit « Attention, il y a un risque de coupure de la société. Le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. » 4 siècles avant Jésus-Christ, Aristote vous dit, dans ces moments-là, exactement ce que nous disent les Indiens, « Inclusive Innovation ». À la Renaissance, c'est le slogan le plus partout, vous retrouvez, parce qu'on redécouvre Aristote, on dit « Attention », et on crée, par exemple, les aides, comme on appelle ça, en Italie, on aide les petits-enfants, les malades, les orphelins. On dit il faut embarquer tout le monde, sinon la société va éclater. Il y a ceux qui ont perdu leur boulot parce qu'on a changé les techniques, parce qu'on a changé ça. Ils vont devenir des opposants violents parce qu'ils ne voient pas leur avenir. Donc il faut les réintégrer. Le progrès ne vaut que s'il est partagé partout. À la Belle Époque, c'est le slogan de la Belle Époque. L'approche pastorienne, on doit réintégrer tout le monde, on vaccine tout le monde, école pour tous, voilà, le machin. Alors la SNCF l'avait mis comme visite, non, c'est un slogan de la SNCF, c'est Aristote, pas la SNCF. Et puis comme ça ne délivrait pas toujours, ils l'ont remballé parce que c'est assez fort comme slogan quand même. Et aujourd'hui, en Inde ou dans d'autres pays, vous recitez, on dit, attention, le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. Vague d'humanisme et de progrès humain. Tiens, il y a une faute qui s'est mise. Aujourd'hui, sachez que la grande vague qui est, c'est développement humain, épanouissement de l'individu, tout le monde ait accès à la nourriture, à l'éducation, etc. Nous, on est un petit peu à l'ouest sur ça parce qu'on pense que c'est réglé. Et là, je terminerai sur une citation. Alors, Mikio Koria, c'est l'université d'Helsinki, aujourd'hui c'est la référence mondiale. Alto, ils ont coupé tout. Mikio, il dit l'innovation, c'est l'énergie vitale. Sa définition d'innovation, il dit c'est l'énergie vitale. Ça permet à une société de reprendre l'initiative et de ne pas décliner, de se renouveler. Si elle ne peut pas le faire, elle dégagera. Ce n'est pas une question de raider ces machins, c'est une question d'énergie vitale. Et déjà à la Renaissance, c'était le terme. On disait omnia virtui pervia, l'énergie peut tout. On naviguait tout sur est-ce qu'on a la capacité, et c'est ce que dit Léonard de Vinci, j'ai voulu dompter le monde, on devait mettre les connaissances au service des gens. L'Europe, l'essentiel qu'elle a eu, et d'autres pays disent, mais vous ne transmettez pas vos valeurs. Parce que quand même, ils vous disent, entre les Lumières, Jean-Jacques Rousseau, machin, tout ça, les philosophes allemands, il y a quand même eu le Veldiv, non? Il y a eu 2 guerres, non? C'est pas directement connecté à Boileau, à ma connaissance. Donc, entre-temps, il s'est passé quoi? C'était plus les mêmes valeurs? Vous avez oublié, etc. Donc, importance absolue de diffuser une culture d'innovation, à quoi ça sert, des choses comme ça. Voilà, merci de votre attention, c'est pour vous distraire en fin de journée. Voilà.